Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'avais préparé une vidéo où je voulais vous parler d'un phénomène qui est en train de se concrétiser, qui est le problème de Disney et d'Hollywood, des majors d'Hollywood en ce moment, du fait de la sortie cette semaine du fameux Indiana Jones 5 et qui partage les critiques. Si vous voulez vraiment voir cette vidéo, dites-le en commentaire. Mais je vais malheureusement revenir sur ce qui se passe en France. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, force est de constater qu'encore une fois, et là, j'ai envie de dire à certains anglo-saxons qui sont en train de faire un parallèle avec BLM aux États-Unis, le seul point commun qu'il y a avec les BLM, c'est que BLM a été lancé suite à la mort de George Floyd et a donné une légitimité à des gens que manifester au nom de BLM, c'est l'occasion de pouvoir piller, voler, détruire, incendier et tout le tralala. Ce phénomène-là, il est connu, sauf que ils sont rares dans les médias, toujours à ramener l'évidence que ce genre d'événement tel que celui de Naël est toujours un bon prétexte pour permettre à des gens de faire n'importe quoi, de faire des conneries et de balancer le balancer le bordel dans les rues, etc. Sauf que là, ça prend des proportions qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une organisation derrière? Je rappelle, on a tous vu ces images de la mère de Naël participer à une marche blanche. Sauf que, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se font agresser d'être fachos, d'extrême droite, parce qu'ils soulèvent quand même la question essentielle, c'est comment une mère qui vient de perdre son fils arrive à organiser une marche blanche avec tout ce que ça implique en matière d'autorisation, de logistique, administratif, sécurité, assurance. Donc on est d'accord que c'est pas la mère qui a organisé tout ça, que ce sont des associations, que ce sont des groupes. Je dirais même que certainement les LFI, la France Insoumise, a participé certainement à la mise en place de l'organisation de cette marche blanche. On est d'accord, récupération politique, évidente. Récupération politique que l'on voit s'affirmer sur les réseaux sociaux. Mais du coup, l'appel au calme, certains disent, ou l'appel à la révolte, d'autres disent. Il n'empêche que là, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 juin, que dès cet après-midi, des émeutiers se sont précipités dans certains centres-villes. Il y a eu des pillages. On a vu à Petit-Quevilly, le Lidl, Petit-Quevilly que je connais très bien, puisque c'est ma région natale, un jeune est mort en tombant du toit. Alors évidemment, tout de suite, il y en a certains qui vont faire un peu d'un trait d'humour en disant le toit finalement est raciste parce qu'il a tué un jeune issu de l'immigration ou un Français issu de l'immigration. Évidemment, tout de suite, vous êtes sans cœur, vous êtes bien d'extrême droite, etc. Là, la bataille est ouverte, très claire. Et d'ailleurs, pas ma précédente vidéo, mais l'autre vidéo que j'avais fait dont le titre est ni le premier ni le dernier, on peut lire les commentaires. J'ai quand même de la chance d'avoir des commentaires relativement respectueux, relativement corrects, qui posent des positions parfois peut-être un peu naïves ou parfois un peu trop émotionnelles, mais aussi tout aussi réalistes, voire vindicatives. J'ai envie de dire, est-ce que quelque part c'est pas fait exprès? Est-ce que ça n'a pas été fait exprès de voir que finalement, ce que je vous dis depuis très longtemps, que l'État profond cherche la bonne occasion pour mettre en place des lois liberticides. Je vous rappelle, ils vous ont testé. Ils ont testé votre résilience, ou tout du moins ils ont testé le consentement d'une partie du peuple français avec la loi antiterroriste, avec la loi sur les séparatismes, avec la loi
santé contre le Covid. Cette même loi qui a quand même réussi à définir 2 types de citoyens. Les vaccinés et les non-vaccinés. Sous la raison, encore une fois de plus, de la sécurité, de la santé contre la lutte du Covid-19. Eh bien, vous remplacez la lutte contre le Covid-19 par les émeutes, l'insécurité, les violences, et vous donnez la légitimité de mettre en place une loi qui sera votée évidemment par vos représentants, où dans ces lois, on va intégrer des textes qui à terme seront institutionnalisés et deviendront permanents. C'est-à-dire que là, on est en train de faire monter la mayonnaise. Là, on a même Macron qui a quitté une réunion importante de l'Europe pour faire une cellule de crise à l'Élysée. On a Ciotti qui demande la loi martiale, qui demande une loi d'état d'urgence sécuritaire. On commence, ça y est, même le Figaro en parle. Donc vous voyez, là, vous pouvez vous poser la question légitime, à qui profite le crime? On est tous d'accord que face à la délinquance, face à ces racailles, il faut rétablir l'ordre. Il faut de la sévérité. Mais il faut une sévérité, pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan législatif. Et sauf que c'est là que ça coince. C'est là que ça a toujours coincé. Ça a toujours coincé parce que la République, c'est une démocratie. La République, c'est un parlement. Et dans ce parlement, suivant les positionnements, les importances de chacun, oui, je disais ok au monsieur qui était devant, parce que là, je suis dans une station-service, et vu que le prix de l'essence a baissé, bah, j'en profite. Donc voilà, j'ai fait mon petit plein. Ça fait plusieurs mois que l'essence est à 3,10, 3,20, 3,40, voire 3,80 le gallon. Là, il est à 2,90. On en profite. Donc je reviens au sujet. Donc on commence à l'entendre. On commence à entendre justement cet état d'urgence sécuritaire. Souvenez-vous, même pour ceux qui me découvrent, n'ont pas vu ces vidéos, j'ai toujours dit que dans l'état actuel de la situation, que ce soit national, sur le plan économique, social, politique, on est en face d'une déliquescence étatique, déliquescence des valeurs, déliquescence des principes, déliquescence de la culture, déliquescence de l'éducation, déliquescence de la santé, déliquescence de la sécurité. Ce qu'on retrouve aussi chez certains de nos voisins européens, ce que l'on retrouve, et surtout à l'échelle internationale, c'est la chute financière. Je rappelle, aux États-Unis, ça fait depuis 2008 que progressivement on a vu des petites banques faire faillite ou se faire racheter. Mais là, on a quand même des grosses banques qui sont en difficulté. Je rappelle Wells Fargo aujourd'hui est dans le collimateur. Wells Fargo, c'est la 2e plus grosse banque de dépôt aux États-Unis. Faillite monétaire. On en a parlé, vous l'avez vu. On parle de l'euro numérique. Tout simplement parce que toutes les monnaies du panier international avec lesquelles le monde commerce, elles sont toutes dans le trou. Que tous ces pays qui fonctionnaient essentiellement avec du dollar ou du pétrodollar sont en train de chercher à se dédollariser. Donc si vous voulez, il y a une sorte de panique un peu cachée dans beaucoup de domaines, mais qui va nécessiter, ou qui nécessiterait pour conserver le système, de passer outre, dans certains pays, plus particulièrement les pays occidentaux, aux libertés fondamentales. C'est-à-dire qu'il faut créer des marchés. Il faut créer de l'oxygène. Or, on ne peut créer de l'oxygène qu'en obligeant, en soumettant les peuples à la consommation, en soumettant les peuples à la bien-pensance, en soumettant les peuples à l'idéologie dominante. Et pour ça, il faut des outils. Il faut des outils de pression. Aux États-Unis, l'outil de pression, c'est la dette. Endetter systématiquement les Américains pour les rendre dociles. Même si Trump
a été un symptôme de ces Américains qui sont possiblement capables de passer outre, d'aller à la confrontation. Ne me parlez pas du 6 janvier 2020, c'est un épiphénomène qu'on a enjolivé, qu'on a empaqueté comme étant un coup d'État. Alors en plus, aux États-Unis, vous savez, c'est un peuple extrêmement sensible sur n'importe quel événement a un impact psychologique et on peut leur faire avaler des couleuvres. Donc là, si vous comprenez ça, si vous avez une vision d'ensemble, pas seulement uniquement nationale, mais internationale, en plus avec la guerre en Ukraine, ce conflit qui est un échec total, puisqu'on voulait profiter de ce conflit pour tenter d'affaiblir la Russie, sauf que on n'a pas réussi à affaiblir la Russie, tel qu'on l'espérait, donc échec total. En plus de ça, gros problème, c'est que ce conflit, comment en sortir ? Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à filer des milliards et des millions d'euros, de dollars, de matériel, d'argent, etc., en sachant que tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a filé à l'Ukraine, il y en a une partie qui est partie dans les poches des oligarques, de la mafia, et même dans les poches de Zelensky. Parce que il y a des Ukrainiens qui ne sont pas pro-russes, mais des Ukrainiens qui le disent, qui essaient de le faire savoir, mais finalement, on ne les écoute pas. Là, on a donc une situation qui est tout à fait propice à mettre en place une loi d'urgence sécuritaire pour lutter contre les émeutiers, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre tout ce saccage, tout ce chaos. Mais dans ce texte de loi, comme je vous l'ai dit, on va incrémenter des textes qui seront temporaires, puisque cette loi d'état d'urgence sera toujours temporaire. On nous offrira peut-être la possibilité de l'appliquer pendant 3 mois, 6 mois, et puis 6 mois, on demandera au Parlement de la renouveler, encore peut-être 6 mois, comme exactement ils ont fait avec les précédents états d'urgence. État d'urgence terroriste, la loi séparatiste, elle qui est une loi institutionnalisée, et les lois santé contre le Covid-19. Et dans cette loi, donc je vous dis, ils vont incrémenter des textes, mais des textes qui, lorsque cet état d'urgence ne sera plus nécessaire, on va quand même les prendre et on va les institutionnaliser. C'est-à-dire qu'on va faire un projet de loi pour demander au Parlement d'intégrer ces textes qui ont fait valeur, qui ont fait leurs effets, qui ont rendu service, qui ont été efficaces. Surveillance, contrôle, censure, contrôle digital, fichier, le tout plus ou moins intégré aussi avec des ambitions européennes. Même si l'Europe n'est pas d'accord sur la reconnaissance faciale, oui, mais dans une sorte de concept, mais elle n'est pas contre. Au final, à terme, pour mettre en place la reconnaissance faciale. La France, elle a déjà mis le pied, puisque la reconnaissance faciale va être appliquée légalement. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup de gens un peu naïfs qui ne savent pas ce qui va se passer en coulisses. Pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a des vidéos dans lesquelles j'ai fait référence à cette interview de Thinkerview, de ces 2 anciens policiers. Alors il y avait le fameux syndicaliste qui a quitté la police pendant les événements du Gilet jaune, dont le nom c'est Langlois je crois, et Amar, ou je ne sais plus, qui est aussi ancien syndicaliste de la police, et qui nous raconte clairement que déjà vous avez un système qui permet dans les manifestations de se balader avec un policier en civil et un sac à dos, et ce système, alors la portée est apparemment de 10 mètres, de 10 à 12 mètres, c'est un aspirateur à données. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans la manif, qui ont leur téléphone allumé, la machine réussit à décrypter ou souvent utilise les backdoors des systèmes d'exploitation, puisque vous savez, que ce soit un Android ou un Apple OS, il y a des backdoors. Donc les autorités, quand elles ont les codes des backdoors, elles n'ont pas besoin de décrypter votre mot de passe ou vos sécurités, etc.
Donc ils aspirent, voilà, ils aspirent toutes les données. Et comme ça permet en catimini de créer un fichier pour identifier les personnes qui étaient présentes pendant les manifestations, etc. Alors vous avez des lois qui interdisent de garder les données, c'est des données qui se gardent pendant 48 heures, une semaine, 2 semaines, etc., mais après qui doivent être effacées. Mais ne soyons pas idiots, ne soyons pas stupides. D'accord ? Donc c'est des petits textes de loi qui seront pérennisés et qui seront les piliers, qui seront les socles, qui s'ajouteront à ce qui a déjà été mis en place pour légitimer, tout simplement, les outils de contrôle, de censure du peuple français. Et que, évidemment, on vous présentera, et que sur lesquels vous serez tout à fait d'accord, qu'ils soient mis en place pour lutter contre cette racaille, pour lutter contre cette délinquance. Sauf qu'encore une fois, on instrumentalise un événement pour aller chercher votre consentement légitime, puisque vous pensez que c'est pour lutter contre la racaille, les délinquants, tous ces criminels, etc. Mais en réalité, oui et non. Puisque, je le rappelle, la loi des séparatismes, vous avez vu à quoi elle sert. Elle ne sert pas qu'à lutter contre les séparatismes religieux, plus particulièrement des islamistes radicaux. Elle sert à toute forme de séparatisme. Même ceux qui un jour posent une mauvaise question ou proposent qu'on fasse une révolution, qu'on change de constitution, qu'on change le système, qu'on vire tous ces politicards véreux, etc. Et ben, rien que ces propos-là, demain, quelqu'un pourra dire « ce sont des propos séditieux ». Vous incitez à l'insurrection. Et tout d'un coup, vous rentrez dans le cadre de la loi des séparatismes. Elle n'est pas belle, la vie. Ça, je l'ai déjà répété. Ceux qui suivent ma chaîne vont certainement me dire « vous vous répétez ». Oui, je me répète, parce que je pense que c'est important pour ceux qui viennent d'arriver et qui découvrent ma chaîne, qu'ils le comprennent. Donc, qu'ils comprennent bien que ce qui est en train de se passer là, maintenant, en France, avec toutes ces émeutes, ces saccages, ça va servir l'intérêt. Et j'ai même envie de dire que les France insoumises, finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas complices de l'ambition de mettre en place ce régime autoritaire? Pouvons-nous dire totalitaire? Pas vraiment, parce qu'ils s'amuseront toujours à mettre en subtilité les choses pour dire mais oui, non, on est toujours une démocratie. Nous respectons les libertés individuelles, sous condition. Nous respectons la liberté d'expression, sous condition. Nous respectons la liberté d'opinion, sous condition. Le seul danger, c'est que leurs projets, à un moment donné, finissent par trop se voir et finissent par radicaliser une partie des Français qui, à un moment donné, vont enfin peut-être réussir à faire ce que les Gilets jaunes n'ont pas réussi à faire, c'est à se structurer autour de gens responsables, autour de gens qui ont la confiance d'une partie du peuple, je dis bien d'une partie parce qu'il y a une autre partie du peuple français, ils sont indécrottables. Tu ne pourras jamais les convaincre du contraire. Ils sont trop dans l'émotionnel, ils sont trop lavés du cerveau, ils sont trop idiots, trop stupides, trop conditionnés au droit de l'homisme, à l'humanisme, à la solidarité et tout le tralala. Multiracialisme, multiculturalisme. Donc ces gens-là, ils ont été biberonnés dans cet esprit-là. Donc vous aurez beau mettre les mettre devant les faits accomplis, devant les évidences, ils vous trouveront toujours une échappatoire. Parce qu'ils refuseront toujours d'admettre cette réalité. Jusqu'au jour où la réalité les rattrapera, mais même quand la réalité les rattrape, ils ont trop peur de basculer dans ce qu'ils considèrent être nauséabond. Et ils vont se soumettre. Ça va être une forme de soumission pour ne justement pas penser, réagir ou prendre parti. Que finalement peut-être le grand remplacement, c'est peut-être pas qu'une théorie. Que le conflit multiculturel est en train de s'offrir aux yeux du plus grand nombre. Et cela touchant des individus qui soient étrangers, migrants ou français. On met tout le monde dans le même panier. Je pense qu'on est tous d'accord.
Donc, affaire à suivre, parce que ce week-end va être décisif. Il va être décisif, pourquoi? Parce que là, la responsabilité de l'État est engagée. C'est la responsabilité de l'État de rétablir l'ordre. Parce que s'il laisse faire, si des gens continuent à perdre leurs biens, à se faire cramer leurs voitures, à se faire détruire leur commerce, ça voudrait dire que l'État est devenu impuissant. Et qu'encore une fois de plus, peut-être que ça poussera des gens à se radicaliser. Surtout qu'en plus, sur les réseaux sociaux, comme sur les événements même, on a des propos, on a des opinions, des convictions qui s'expriment, qui montrent clairement que des gens cherchent la guerre civile. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, en France. Même si là, cet événement est en train, très clairement, de montrer aux Français que le peuple français n'est plus unique et indivisible. Et j'insiste bien sur ce fait que si le peuple français n'est plus unique et indivisible, la République est bel et bien morte. Et que si j'ai un conseil à vous donner, si vous habitez dans les grandes villes, les grandes agglomérations, les centres-villes, etc., quittez-les rapidement. Parce que c'est dans ces endroits-là que ça va commencer à partir en vrille. Et déjà, ça part en vrille. Car au vu de ce que j'ai pu voir, vous avez quand même 2 centres commerciaux à Créteil qui, cet après-midi, ont été pris d'assaut par des émeutiers. Alors, phénomène de peur, de panique, etc., la police est intervenue, mais à Marseille, c'est parti en vrille. À Strasbourg, à Lille. Il suffit de voir la carte qui est ici, des émeutes, des pillages. Est-ce que d'ici dimanche soir, le sang risque de couler? Risque-t-il d'y avoir des morts? On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo pour en parler.